Au mariage somptueux de ma sœur, mes parents ont exigé que je cède mon pantouse à sa nouvelle famille. Quand j'ai refusé, elle m'a giflé violemment en plein devant les invités. Elle a dit, ne sois pas égoïste. Je n'ai pas pleuré. J'ai choisi une vengeance qui les réduirait au silence pour toujours. Bonjour, je m'appelle Amélie. Avant de nous plonger dans l'histoire, à quelle heure écoutez-vous et d'où? Laissez un commentaire, je veux savoir qui est là, qui s'est déjà fait dire de tout donner juste pour être considéré comme faisant partie de la famille. Je suis arrivé seul. Ce n'était pas parce que je n'avais personne à amener, c'était parce que je ne voulais faire subir ça à personne. Le pavillon des fleurs du Trianon scintillait sous des lumières ambrées douces, bordées d'orchidées importées et de serveurs en smoking, comme sur un plateau de tournage hollywoodien. C'était le genre d'endroit que l'on réserve quand on veut que son mariage ait des allures royales, même si on ne l'est pas. Je portais du bleu marine, pas du noir, pas du rouge, juste une simple robe bleu marine qui tombait sous le genou. Pas de talons voyants, pas de pochette de créateur. Juste moi, discrète, silencieuse, présente. Je suis passé devant la file de Range Rover et d'Audi garés par le service de voiturier et me suis glissé dans l'espace cocktail où la musique jouait si doucement qu'on aurait dit qu'il ne voulait pas déranger l'illusion. Ma sœur, Éléonore, rayonnait dans sa robe de dentelle blanche ajustée, déjà entourée de caméras, d'amis et de parents qui n'arrêtaient pas de l'appeler princesse ou parfaite. Je me tenais à l'écart, comme toujours. L'autre fille. Pas celle à qui l'on portait un toast. Celle qui avait co-signé le prêt étudiant, payé la compte pour cette même salle, et qui était commodément oubliée lors des discours de remerciement. Ça avait toujours été ma place. Pas mal aimée, mais utile. De l'autre côté de la pièce, j'ai surpris mes parents en train de me regarder. Ma mère a souri, les lèvres trop étirées. Mon père a fait un signe de tête, le genre qu'on fait à un employé qui vient d'arriver en retard. J'ai souri en retour, poliment. Aucune chaleur n'est passée entre nous. Quelques minutes plus tard, alors que je me tenais près du mur en sirotant de l'eau pétillante, ma mère a glissé jusqu'à moi, son châle à paillettes captant la lumière comme un filet destiné à piéger l'attention. Amélie, a-t-elle ronronné en me prenant légèrement le bras, pouvons-nous avoir un petit mot? Juste une petite affaire de famille. Sa voix était mielleuse, le genre qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je l'ai suivie vers la terrasse, près des fontaines. Mon père nous a rejoints à mi-chemin, son expression indéchiffrable. Il n'a pas dit un mot. Ma mère a commencé la représentation. Cette journée est une telle bénédiction, a-t-elle dit en joignant les mains. Éléonore a trouvé un jeune homme si prometteur, et nous sentons simplement que, eh bien, cela pourrait être un tournant pour tout le monde. Je n'ai rien dit. Elle m'a regardé dans les yeux avec une fausse affection et a lâché la véritable bombe, nous pensions. Ton pantouse, il est là, inutilisé. Tu voyages tout le temps pour le travail et tu es seul. Ne serait-ce pas merveilleux si Éléonore et Maxime pouvaient commencer leur vie dans une maison comme celle-là? Mon souffle s'est coupé, non pas de choc, mais de confirmation. J'avais su que ça allait arriver. Pourtant, l'entendre dit à voix haute, comme si c'était une faveur pour moi. Je vous demande pardon, ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Son sourire n'a pas vacillé. Pense Y comme un cadeau de mariage d'une sœur à l'autre. Je me suis tourné vers mon père. Il n'a pas bronché, regardant simplement les fontaines comme si nous discutions de la météo. Alors, vous avez tous répété ça, ai-je dit doucement. Vous m'avez attiré ici pour me demander une propriété que j'ai achetée, que j'entretiens et dans laquelle je vis, parce que je suis seul. Amélie, a-t-elle dit sèchement, son ton changeant en un instant, tu es égoïste. Voilà. Non, ai-je dit en relevant le menton. Cet endroit est à moi. Et c'est à ce moment que son masque s'est fissuré. Quelque chose en elle a cédé. Espèce de fille ingrate, a-t-elle crié. Les têtes se sont tournées. Les invités à proximité se sont figés, leur verre à la main. Et puis c'est arrivé. La gifle est venue sans prévenir. Sa paume a frappé le côté de mon visage avec une force qu'on n'attend pas de quelqu'un en talons et diamants. Ma tête a légèrement basculé, mais je n'ai pas trébuché. La douleur était réelle, mais ce qui a piqué le plus, c'est ce qui a suivi. Éléonore a tourné le dos, Maxime a cligné des yeux comme s'il ne savait pas où regarder, quelques cousins ont eu un hoquet de surprise, mais personne n'est intervenu. Personne n'a dit un mot. Mon père a finalement marmonné, ça ne te concerne pas, bien sûr que non. Je me suis redressé, j'ai levé le regard et j'ai souri.
Pas un sourire bruyant et en colère. Un sourire calme, comme si je venais de lire la dernière ligne d'un livre que j'aurais dû fermer il y a longtemps. J'ai pris une flûte de champagne sur le plateau le plus proche, l'ai tenue, sans boire. J'ai traversé la salle, dépassant les gens qui chuchotaient et faisaient semblant de ne pas regarder. Je suis sorti vers le service de voiturier, la tête haute, mes talons claquant derrière moi comme des signes de ponctuation. Dans la voiture, je suis resté assise un moment, laissant le silence s'installer autour de moi. Ma joue me lançait encore. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti une écharpe, douce, de couleur crème, brodée à la main. Celle de ma grand-mère. Elle m'avait dit un jour, ne les laisse jamais te prendre ta dignité. Tu peux leur donner ton aide, ta patience, ton temps, mais jamais ça. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau à domicile, où je gardais les documents qui comptaient. L'acte de propriété original du Pentouz et, juste à côté, scellé dans une enveloppe épaisse, se trouvait la deuxième copie du testament de ma grand-mère. Elle m'avait laissé autre chose. J'ai tenu cette écharpe pendant longtemps cette nuit-là, comme si c'était la seule chose réelle qui restait dans ma vie. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. L'écharpe est restée dans ma main longtemps après que j'ai enlevé mes talons et que je me sois recroquevillé sur le canapé. Je n'ai même pas pris la peine de me changer. Je suis resté assise là, à regarder les lumières de la ville filtrer à travers la vitre. Quelque part en bas, des gens portaient un toast à l'amour et au commencement, mais ici, dans ma propre maison, il n'y avait que le silence. Un silence qui serrait plus fort que n'importe quelle gifle. Quand le matin est arrivé, ce n'était pas avec la chaleur du soleil, juste une immobilité grise. Mon téléphone avait 5 appels manqués d'un numéro inconnu. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je me suis levé lentement et je suis allé à la salle de bain. Le miroir n'a pas bronché. Ma joue portait encore une légère rougeur, là où sa main avait atterri. Je ne l'ai pas couverte. Je ne l'ai même pas touchée. Au lieu de ça, j'ai pris une barrette et j'ai torsadé mes boucles en arrière comme si je partais au combat. Dans la cuisine, j'ai moulu les grains de café à la main. Ce geste m'a toujours calmé. Le bourdonnement de la machine, l'odeur du café torréfié, ça manquerait. Je me suis appuyé contre le comptoir, une tasse à la main, regardant au-delà de la terrasse. La ville s'étendait à l'infini, scintillante sous des couches de smog et d'ego. Selon mes parents, je n'avais pas ma place ici. Cet endroit n'est pas vraiment à toi, disait-il en riant. Tu le gardes juste jusqu'à ce que quelqu'un qui le mérite arrive. La nuit dernière, ils ont essayé de décider pour moi qui était cette personne, et j'en avais fini de les laisser faire. Toujours pieds nus, je suis retourné dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir intégré de mon placard. C'était une vieille habitude. Quand les choses devenaient bruyantes dans ma vie, je cherchais les endroits calmes, les endroits où je rangeais des choses que personne d'autre ne demandait jamais. Cachées sous un dossier de cartes d'anniversaire, la plupart non signées, certaines simplement postées de villes aléatoires avec amour, maman et papa, à l'encre à peine lisible, je les trouvais. Une enveloppe crème, plus épaisse que les autres. Mon nom écrit en cursive inclinée. Je me suis assise sur le bord du lit avant de l'ouvrir. Mon cœur ne s'est pas emballé, il a juste ralenti. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Je le savais depuis des années, mais quelque chose à propos de la nuit dernière, la gifle, les regards qui se sont détournés, la phrase de mon père, ça ne te concerne pas, tout cela avait creusé un espace que je ne pouvais plus ignorer. Le papier à l'intérieur était doux, usé sur les bords. L'écriture de ma grand-mère n'avait pas changé, même vers la fin. Toujours élégante, comme elle. Toujours vive. Amélie, je sais que tu n'as jamais rien demandé. C'est exactement pourquoi ceci est à toi. Le Pentouz reste à ton nom, en pleine propriété. Ils peuvent parler, laisse-les faire. Tu as été présente. Et oui, les économies sont réelles. Je les ai cachées pour toi parce que je savais qu'ils essaieraient de les prendre. L'amour n'est pas bruyant. Tu l'as donné en silence. Ne les laisse jamais te faire honte d'être solide. Sous sa note se trouvait une copie notariée du Deuxième Testament, datée de 6 mois avant son décès, scellée, avec témoin, me laissant le Pentouz en pleine propriété et un compte d'épargne séparé qu'il n'avait jamais touché. Je l'avais gardé toutes ces années. Je ne l'avais jamais enregistré, jamais eu besoin. Je pensais que peut-être les choses changeraient, qu'il me verrait sans y être forcé. Mais la nuit dernière m'a appris le contraire.
J'ai plié le testament soigneusement et l'ai glissé dans l'enveloppe. Puis je suis allé au coin bureau près de ma bibliothèque. J'ai déverrouillé le petit coffre-fort caché derrière la rangée de magazines d'architecture et j'ai sorti le reste. L'acte de propriété original de l'appartement, des relevés bancaires, des documents que grand-mère m'avait donnés quand elle était encore lucide. Je les ai placés dans un dossier marqué « Propriété, personnelle ». Puis j'ai pris le téléphone et composé le numéro de la seule personne que je savais qui répondrait sans poser de questions. Madame Leclerc. Elle avait été l'avocate de ma grand-mère pendant plus de 15 ans. Jamais bruyante, jamais tape à accent grave-l'œil, juste méthodique et féroce quand il le fallait. Quand elle a répondu, sa voix était nette. « Amélie, j'attendais votre appel. » J'ai expiré dans le téléphone. « J'aimerais revoir quelque chose. » « Avez-vous l'original ? » ?»« Oui. »« Alors fixons un rendez-vous mardi matin à mon bureau. J'aurai le notaire présent. » C'était aussi simple que ça. Pas de drame, pas d'explication sur ce qui s'était passé la nuit dernière. Je pense qu'elle le savait, ou peut-être que grand-mère lui avait dit de s'y attendre. Je n'ai pas demandé. Je n'en avais pas besoin. J'ai passé le reste de la matinée à tout organiser. Des copies pour la banque, les originaux pour Madame Leclerc. J'ai travaillé lentement, délibérément, comme si je traçais les contours d'un nouvel avenir, un avenir que je savais être le mien mais que je n'avais pas encore revendiqué. Vers midi, alors que je glissais un autre document dans le dossier, j'ai aperçu une vieille photo au fond du tiroir. Elle était pliée, le coin recourbé par des années de négligence. Éléonore et moi, peut-être 10 et 13 ans. Elle avait les bras autour de mon cou, souriant. Je tenais une boule à neige que nous avions trouvée dans une friperie lors d'une des visites d'hiver de grand-mère. C'est cet hiver-là qu'elle a emménagé dans le Penthouse pendant un mois pendant que sa maison était en cours de fumigation. J'avais proposé à Éléonore de rester avec moi quand son bail d'appartement universitaire avait été rompu. Pas de question, juste une porte ouverte. Ma mère avait appelé le lendemain. C'est à ça que sert la famille, avait-elle dit, à s'appuyer les uns sur les autres. À l'époque, je l'avais cru. Mais ces mêmes mots résonnaient différemment maintenant, utilisés comme une lame, pas comme un lien. Ils ne s'étaient pas appuyés, ils avaient pris. Et puis, quand je n'ai pas donné plus, ils se sont détournés. J'ai zippé le dossier, placé l'écharpe à l'intérieur et verrouillé le tiroir. Mardi ne pouvait pas arriver assez vite. Je suis resté éveillé plus tard que je n'aurais dû, relisant la note de grand-mère encore et encore jusqu'à ce que l'écriture se brouille. La ville à l'extérieur de mes fenêtres bourdonnait comme si elle n'était pas touchée par le chaos dans mon sang. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé. Je suis juste resté assise. Le matin, ma routine s'est mise en place comme une mémoire musculaire. Lundi signifiait une réunion du personnel à 10h et des mises à jour de projet à midi. J'ai lissé mes cheveux, enfilé ma blouse bleu marine et quitté mon appartement avec la même expression que j'avais portée depuis que j'étais devenu associé au cabinet, posé, efficace, intouchable. Au bureau, des salutations familières flottaient à mon passage alors que je sortais de l'ascenseur. « Amélie, comment était le mariage ? Ta sœur s'est enfin mariée avec ce type, comment s'appelle-t-il » J'ai souri sans montrer les dents. C'était mouvementé, ai-je dit, puis j'ai continué vers mon bureau. Personne n'avait besoin des détails, et je ne les offrais pas. Pas alors que j'avais encore l'empreinte de cette nuit quelque part entre mes omoplates. Je me suis plongé dans les rapports, mais même les chiffres semblaient faux entre mes mains. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose avait changé, pas seulement émotionnellement, mais physiquement, pratiquement. Vers 13h45, alors que je révisais les modifications de bail pour le projet Saint-Honoré, mon téléphone a vibré. J'ai reconnu le numéro, le bureau de l'association des propriétaires de mon immeuble. Bonjour mademoiselle Vélan, c'est Caroline de la direction de l'immeuble. J'appelle juste pour confirmer que le nom de votre sœur est ajouté au fichier d'accès aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon stylo s'est figé en pleine phrase. Pardon, quoi? Le nom est Vélan. C'est arrivé ce matin avec une demande de mise à jour de la liste des résidents de votre unité. Il est dit qu'elle emménage. Ma voix a baissé d'un octave. Elle n'emménage pas. Je n'ai pas autorisé ça. Oh, la femme au bout du fil a hésité. C'est arrivé via ce qui semblait être une soumission formelle, avec une signature numériquée, eh bien, comme il était mentionné que vous étiez récemment hors de la ville, nous avons supposé. Vous avez mal supposé, ai-je dit, plus calmement que je ne le sentais. S'il vous plaît,
ne faites aucune modification. Retirez son nom immédiatement. Compris, madame. Je le note maintenant. J'ai raccroché et j'ai regardé l'écran devant moi, mais tout ce que je pouvais voir, c'était l'expression sur le visage de ma sœur la nuit où elle a souri narquoisement pendant que maman me giflait. Le genre de sourire que les gens arborent quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Le reste de la journée s'est écoulé lentement. J'ai assisté à des réunions, présenté des mises à jour, signé des papiers, mais mon esprit était déjà à la maison. Au moment où je suis entré dans le garage de mon immeuble, c'était le crépuscule. Les lumières automatiques se sont allumées alors que je passais devant le bureau du concierge. J'ai fait un signe de tête à Théo, notre gardien de soirée, qui m'a salué poliment sans se rendre compte que mon estomac était noué. À l'intérieur de mon appartement, j'ai posé mon sac à main sur la table et je suis allé directement au panneau numérique près de l'entrée. J'ai consulté les journaux d'accès des dernières 24 heures. C'était là. 14h03 ascenseur de service. Double de badge détecté. Je n'avais donné de double à personne. Pas récemment. Mais soudain, un souvenir m'a frappé. Il y a 4 ans. Éléonore, en larmes dans ma chambre d'amis après une autre rupture. Moi, lui offrant mon peignoir supplémentaire. Elle, disant, je me suis fait un double, j'espère que ça ne te dérange pas. Tu sais, en cas d'urgence. J'avais complètement oublié. Et apparemment, elle aussi, jusqu'à maintenant. Je me suis déplacé rapidement de pièce en pièce. Tout semblait en place. Rien de volé, rien de manifestement touché. Mais quand j'ai ouvert le tiroir où je gardais les clés de rechange, boîte aux lettres, salle de sport, casier à vélo, il en manquait une. La clé de la boîte aux lettres. La même boîte aux lettres où je venais de ranger l'enveloppe de grand-mère la veille. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Justine. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Et, ça va? Ça dépend de ce que tu entends par là. Il y a eu une longue pause, puis sa voix s'est faite plus basse. Écoute, je n'allais pas en parler parce que je ne voulais pas te stresser après le mariage, mais je pense que tu dois voir ça. Voir quoi? Regarde la story Instagram privée de ta sœur. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran. C'est ton immeuble, Amélie. Ton hall. J'ai senti le silence avant de parler. Tu es sûr? Je le regarde en ce moment même. Une photo des colonnes de marbre et du bureau de la réception. La légende dit, bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle l'a partagée uniquement avec ses amis proches, mais elle a oublié que j'étais toujours sur cette liste. J'ai raccroché sans un mot de plus. J'ai ouvert mon propre compte, j'ai cherché le profil anonyme que j'utilisais pour la prospection immobilière, et bien sûr, c'était là. Publié il y a 5 heures. Mon hall, depuis l'entrée latérale. Même colonne, même tableau en arrière-plan. Son ton, indubitablement suffisant. Je me suis assise à la table de la salle à manger, la pièce entière silencieuse autour de moi, et j'ai laissé la trahison m'envahir comme une lente brûlure. Elle ne se contentait pas de planifier un déménagement, elle avait déjà essayé d'en faire un. Pas avec une conversation, pas avec un appel téléphonique, mais avec une demande discrète à la direction et une clé qu'elle avait faite des années auparavant sans me le dire. Et maintenant, elle le revendiquait publiquement comme sien. Je n'ai pas réagi. Je ne lui ai pas envoyé de message, je n'ai pas alerté mes parents. Je n'avais pas besoin de plus de bruit, j'avais besoin de clarté. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de tout, le journal du badge, la photo de la clé manquante, sa publication en story, et je les ai jointes à un email pour Madame Leclerc. Sujet, suivi urgent, testament et accès à la propriété. Puis, je me suis préparé une tasse d'Earl Grey, je suis sorti sur mon balcon et je me suis assise dans l'air frais alors que le ciel se fondait dans une brume d'orange et de violet. Laissez-les penser que je dormais. Laissez-les penser que j'étais blessé, pansant mes plaies en silence. Car pendant qu'ils agissaient vite, moi aussi, j'agissais déjà. Mais j'agissais plus intelligemment. Je les ai laissés croire que je dormais. Le lendemain matin, j'ai passé un appel auquel ils ne s'attendaient pas. À 7h45, j'étais en bas dans le hall, face à Monsieur Duval, le responsable de la sécurité de l'immeuble, qui me regardait comme si je venais de lui tendre une pile de mines juridiques. Nous ne recevons généralement pas de demandes comme celle-ci, dit-il, lisant attentivement les documents que j'avais placés sur le comptoir. Vous êtes sûr de vouloir procéder? Je n'ai pas scié.
Oui. Avec effet immédiat. Personne n'entre dans mon unité à moins que je ne l'escorte personnellement. Il a hoché la tête lentement, puis a tapé quelque chose sur son ordinateur. Cela déclenchera une note de service de sécurité interne et nous devrons changer les codes de serrure de votre unité. Voulez-vous une dérogation pour les badges? Aucune dérogation, ai-je dit. Supprimez tous les badges secondaires précédents. Absolument tous. Sa bouche s'est crispée. Vous allez vous heurter à de la résistance. Les familles ne prennent pas toujours bien les mesures de délimitation. J'ai zippé mon manteau et j'ai croisé son regard. Alors, c'est une bonne journée pour les limites. À midi, les nouvelles serrures étaient en place. J'avais mis à jour le système biométrique de la porte reconnaissance faciale uniquement et synchronisé les caméras de sécurité avec mon téléphone. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la protection. On ne laisse pas sa porte entrouverte quand quelqu'un est déjà entré sans y être invité. J'ai passé l'heure suivante à ma table de salle à manger, organisant les documents pour la réunion de l'après-midi, projet de mise en demeure, testament notarié de ma grand-mère, preuve de l'historique de mes impôts fonciers, même l'acte de propriété de l'appartement, copié et classé avec des onglets de couleur comme si je me préparais pour un procès. Car peut-être que c'était le cas. À 14 heures précises, je suis entré dans le bureau de Madame Leclerc en centre-ville. Elle m'a accueilli avec son ton habituel, ferme mais chaleureux, ses yeux balayant déjà la pile de documents que je posais devant elle. Vous agissez vite, dit-elle en feuilletant les pages. C'est bien. Je n'ai pas le temps d'attendre que le bon sens fasse effet, ai-je répondu. Nous avons passé l'heure suivante à tout revoir, à ajouter des certifications notariales, à vérifier les droits de propriété et à finaliser un avis de mise en demeure adressé directement à Éléonore. Madame Leclerc l'a glissé dans une enveloppe, l'a scellée et l'a remise à son assistante. Elle sera signifiée avant la fin de la journée, dit-elle. Et si elle conteste, nous passerons à l'étape supérieure. Avec ce que vous avez, ça ne se passera pas bien pour elle au tribunal. J'ai expiré. Merci. Madame Leclerc a fait une pause. Amélie, puis-je vous demander quel est votre objectif final ici? J'ai réfléchi un instant. La paix, ai-je dit. Mais si ce n'est pas ça, au moins la distance. J'ai quitté son bureau juste après 15h30, le soleil d'hiver plongeant plus bas à l'horizon, projetant de longues ombres sur le projet Saint-Honoré. Je me suis arrêté dans une petite boulangerie en rentrant, j'ai pris un croissant chaud et un café dont je n'avais pas vraiment besoin, mais j'avais besoin de tenir quelque chose de réel, quelque chose à moi. En début de soirée, j'étais à la maison. J'avais à peine enlevé mon manteau quand l'interphone a sonné. Résidence Marin. La voix du concierge est parvenue, hésitante. Il y a un couple ici, un homme et une femme plus âgés. Ils disent qu'ils sont vos parents. Ils sont très émus. J'ai fermé les yeux. Dites-leur que l'accès est refusé. Une pause. Oui, madame. Pas 2 minutes ne sont passées avant que mon téléphone ne s'allume. Papa. Je l'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois. J'ai répondu à la 3e. Amélie, dit-il, la voix soigneusement maîtrisée. Nous ne savions pas que les choses étaient aussi extrêmes. Ne pouvons-nous pas parler en famille? Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. J'ai attendu. Tu as toujours été la plus calme, a-t-il poursuivi. Tu laisses des avocats se mettre entre des liens de sang. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, les doigts crispés sur le bord. Avez-vous dit ça avant ou après que maman et toi m'ayez dit que je devrais offrir mon appartement pour le mariage, ai-je demandé. Avant ou après avoir regardé Éléonore publier des messages sur son emménagement chez moi. Il a soupiré. Écoute, c'était peut-être déplacé, mais tu fais une montagne d'un malentendu. Non, ai-je dit doucement. Vous avez juste mal compris qui je suis devenu. Puis j'ai raccroché. Le silence après cet appel était plus lourd que je ne l'avais prévu. Je n'ai pas pleuré. Pas au début. Je me suis versé une tasse de tisane et je me suis assise sur le balcon, regardant la ville s'animer alors que le crépuscule s'installait. Mais ensuite, j'ai baissé les yeux et je l'ai vu. Sur la petite table à côté de ma chaise, l'écharpe. L'écharpe de grand-mère. Celle que j'avais soigneusement pliée dans le tiroir 2 nuits auparavant. J'ai dû la prendre distraitement en organisant les dossiers. Je l'ai attrapée, pressant la laine douce contre ma joue. Et c'est là que ça a craqué. Les larmes ne sont pas venues d'un coup. Elles ont commencé dans la poitrine, comme quelque chose qui cède,
comme quelque chose qui s'effondre. J'ai replié mes jambes sous moi, j'ai tenu cette écharpe comme si elle pouvait ramener quelqu'un qui me voyait vraiment, et j'ai chuchoté dans l'air du soir, si la famille signifie le sacrifice, pourquoi suis-je la seule à saigner? La ville n'a pas répondu. Elle a juste cligné en retour, indifférente. Je n'ai pas répondu à leurs appels le lendemain, mais quelqu'un d'autre s'est présenté. Et ils ont apporté des papiers. Je sirotais un café près de la fenêtre, regardant les premiers rayons de soleil effleurer mon petit jardin de patio, quand la sonnette a retenti. Le son était plus sec que d'habitude, un bourdonnement qui n'attendait pas d'être ignoré. À travers le Judas, un homme en veste bleu marine pressée se tenait là, une mallette en cuir sous le bras. J'ai ouvert la porte d'un filet. Amélie Marin. Oui. Je suis un coursier judiciaire de Dupont et Roche. J'ai une livraison qui nécessite une signature. J'ai signé. Il m'a tendu une enveloppe scellée, a hoché la tête et a disparu dans le couloir comme s'il ne voulait pas respirer le même air trop longtemps. À l'intérieur, sur du papier à en-tête juridique épais, se trouvait une lettre de mise en demeure. Dans un langage soigné et agressif, il était indiqué que j'occupais illégalement une propriété destinée à la future famille d'Éléonore Marin et de son futur mari. Elle continuait en affirmant que j'avais interféré avec une distribution légitime d'héritage et que je devais quitter les lieux dans les 7 jours ouvrables ou faire face à un litige pour occupation frauduleuse. La lettre était signée du nom de mon oncle, aussi clair que le jour. Oncle Grégoire, le jeune frère de ma mère, celui qui mettait trop d'eau de Cologne et aimait se qualifier de requin de l'immobilier. J'ai continué à lire. En pièce jointe se trouvait une photocopie d'un Nouveau Testament, un document de succession révisé daté de 2 mois avant l'AVC de ma grand-mère. Celui-ci désignait Éléonore comme l'unique héritière de l'appartement. Le papier portait même ce qui semblait être la signature de ma grand-mère au bas. Je suis resté assise là, à le regarder. Ça n'avait aucun sens. Grand-mère détestait le désordre. Elle croyait toujours qu'il fallait laisser les choses propres, organisées et sans équivoque. Même son étagère à épices était alphabétisée. Il n'y avait aucune chance qu'elle ait laissé quelque chose d'aussi crucial non documenté, surtout sans dire un mot. Pourtant, mon estomac s'est noué de cette vieille manière familière, celle que je n'avais pas ressentie depuis le Noël où j'ai ouvert une enveloppe de mes parents qui disait « Nous avons contribué à la compte d'Éléonore, j'espère que tu comprends », alors que j'étais assise à la même table en train de manger une tarte de marque distributeur. J'ai plié les papiers, les ai glissés dans un dossier et j'ai pris une respiration si profonde qu'elle m'a fait mal. À midi, j'étais au bureau de Madame Leclerc. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. « Laissez-moi deviner », dit-elle en scannant l'enveloppe que je lui tendais. Ils essaient la stratégie de la version alternative des événements. Elle a feuilleté la lettre et la pièce jointe, un sourcil arqué. Eh bien, marmonnatait-elle, ceci n'a même pas été homologué. Elle a brandi le faux testament. Et je peux vous dire tout de suite que ce n'est pas sa signature. C'est bien imité, mais pas à ce point. J'ai ravalé un rire sec. Elle avait déjà tout signé, n'est-ce pas? Madame Leclerc a levé les yeux, son regard s'est adouci. Elle a tout mis à jour directement avec moi, Amélie. Des semaines avant son AVC. Elle m'a demandé d'être la notaire. Elle ne faisait pas confiance à vos parents. J'ai hoché la tête lentement. Je me souviens. C'était un samedi de fin mai, la dernière fois que grand-mère est venue prendre le thé. Elle se déplaçait lentement ce jour-là, mais son esprit était aussi vif que jamais. Elle s'est assise sur mon canapé, se frottant les mains, ses jointures devenues minces et semblables à du papier. « Tu n'as plus besoin de te battre pour une place à table, » dit-elle en regardant le quartier de citron dans sa tasse de thé. « Je sais ce qu'ils t'ont fait ressentir toute ta vie. » Je n'ai rien dit, je me suis juste assise à côté d'elle alors que le soleil de fin de journée déversait de l'or sur le sol. « Tiens », elle a fouillé dans son sac à main, les doigts tremblants mais déterminés, et m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie de l'acte de transfert de propriété, signé, notarié, daté. Aucune ambiguïté. Je ne pouvais pas changer la façon dont il te voyait, a-t-elle chuchoté, mais je pouvais m'assurer que tu n'aurais plus jamais besoin de prouver ta valeur. J'avais plié ce papier et l'avais rangé dans mon coffre-fort, à côté de vieilles cartes d'anniversaire et de la seule photo que j'avais d'elle en train de rire. De retour au bureau de Madame Leclerc, je me suis essuyé la joue rapidement. Et maintenant? Elle a souri, pas d'un air suffisant, mais avec une assurance calme. Maintenant, nous répondons. 1 heure plus tard, elle m'a aidé à rédiger une réponse à la lettre.
Nous avons joint une copie de l'acte de propriété notarié original, le vrai. Puis j'ai ajouté une touche personnelle. Un post-it jaune collé directement sur le faux testament avant que nous ne scellions l'enveloppe. 2 mots, juste assez, essayez encore. Nous l'avons envoyé directement au cabinet de l'oncle Grégoire. Pas d'appel téléphonique, pas de drame, pas d'invitation à la dispute. Je suis rentré à mon appartement cet après-midi-là, le soleil de fin de journée effleurant le sommet des immeubles. Le monde semblait le même, mais quelque chose en moi avait changé. Je ne retenais plus mon souffle. Lien vers le chapitre suivant. Je pensais qu'ils allaient reculer après ça, mais j'avais oublié qu'Éléonore ne perd pas en silence. Le lendemain matin, je sirotais un café tiède dans ma cuisine, les stores à peine ouverts, quand l'interphone a sonné. C'est Monsieur Rousseau, le président de l'association des copropriétaires. Pourriez-vous descendre au bureau d'accueil, mademoiselle Marin? Sa voix était neutre, trop neutre. J'ai posé ma tasse lentement, mon cœur non pas s'emballant, mais s'installant dans ce calme préparatoire bien trop familier. Quand je suis entré dans le hall, elle était là. Éléonore, serrant son classeur comme s'il contenait les écritures, les lèvres pincées dans une expression à mi-chemin entre l'inquiétude et la comédie. « Bonjour Amélie », dit-elle doucement. Nous espérions juste clarifier quelques préoccupations. Monsieur Rousseau s'est raclé la gorge. Nous avons reçu une plainte formelle. Elle allègue que vous avez fait des modifications non autorisées à votre balcon, que vous avez violé l'ordonnance sur le bruit du voisinage et, que vous avez mis en danger les animaux domestiques locaux avec des substances inconnues. J'ai cligné des yeux. Des substances? Il est fait mention d'activités suspectes impliquant des sprays répulsifs, marmonna-t-il, lisant directement sur l'imprimé. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Éléonore m'a regardé avec une fausse sympathie. Nous voulons juste ce qui est sûr pour tout le monde. Ce n'est pas personnel. J'ai regardé l'un puis l'autre. Cela vous dérangerait-il de monter avec moi? Je pense qu'il vaut mieux que je vous montre quelque chose. Le trajet en ascenseur était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement de l'indicateur d'étage. Éléonore a tenté d'engager la conversation avec un demi-rire sur les normes de la communauté, mais je n'ai pas répondu. Une fois dans mon unité, je les ai conduits au-delà de la cuisine et jusqu'à mon bureau. J'ai déverrouillé le tiroir, j'ai sorti un épais dossier à onglets étiqueté de mon écriture, ils pensent que je ne remarque rien. Je l'ai posé à plat sur la table et l'ai ouvert sans un mot. Premier onglet, des photos. Des captures d'écran horodatées de la caméra de sécurité montrant le mari d'Éléonore, Thomas, penché sur mon portail à minuit avec des coupe-boulons. Une autre photo de lui scannant le panneau de la serrure intelligente de ma porte d'entrée. Le visage de Monsieur Rousseau a tressailli. Deuxième onglet, la transcription audio de la plainte pour aboiement qui était censée provenir de mon unité mardi dernier. Les propres registres de l'association montraient que j'avais soumis un avis de voyage hors de la ville pour ce jour-là, étayé par mes journaux GPS et le registre d'entrée par carte clé de l'immeuble. Je n'étais même pas à la maison. Troisième onglet, des emails. J'ai tapoté mon écran et les projeté sur la télévision. Du texte surligné est apparu, provenant d'un fil de discussion transféré, trafiqué par nul autre que l'assistant de l'oncle Grégoire. Les métadonnées montraient la création du fichier à 23h17 sur son compte de bureau, 2 jours après la mort de ma grand-mère. Les modifications contredisaient les horodatages originaux en ma possession. Monsieur Rousseau s'est frotté la mâchoire. Le visage d'Éléonore avait pâli légèrement, mais elle a essayé de parler. Ça ne prouve pas. Je l'ai coupé doucement. Je ne suis pas ici pour discuter, Éléonore. Juste pour clarifier, puisque vous avez dit que vous vouliez que les choses soient gérées correctement. J'ai fermé le dossier et l'ai glissé vers Monsieur Rousseau. Voulez-vous une copie? Il a ajusté ses lunettes et a hoché la tête lentement. Oui. Oui, je crois que ce serait sage. Il a hésité près de la porte. Mademoiselle Marin, envisageriez-vous d'assister à notre prochaine réunion de la communauté, juste pour assurer la transparence? J'ai hoché la tête une fois. Absolument. Je crois en la communauté. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Pas par inquiétude, mais par concentration. Je suis resté éveillé à organiser chaque dossier, chaque email imprimé, chaque image. Je n'allais pas entrer dans cette réunion pour me disputer. J'allais présenter. Silencieusement. Clairement. Le soir suivant, la petite salle du centre communautaire bourdonnait de conversations douces. Des chaises pliantes raclaient le lino alors que les voisins arrivaient.
J'ai repéré les Dubois, qui avaient un jour prétendu que j'apportais la mauvaise énergie. Madame Fournier de l'unité 5A, qui m'avait dit en face que j'étais la fille qui était sortie du scénario. Et bien sûr, Éléonore. Au premier rang, à côté de Monsieur Rousseau, les lèvres déjà retroussées dans cette même confiance fragile. Il a ouvert la réunion rapidement. Nous allons commencer par la récente plainte de l'association et permettre à Mademoiselle Marin de répondre. Je me suis levé, j'ai brandi un dossier manille. Pas de discours, ai-je dit en le posant sur la table. Juste des faits. J'ai cliqué sur ma télécommande. Les diapositives se sont allumées derrière moi. Chacune, propre, horodatée, annotée. Clip vidéo de Thomas se penchant sur mon balcon. Capture d'écran du document original de l'association, puis du document trafiqué, les deux affichés côte à côte avec les balises de métadonnées. Graphique de toutes les plaintes enregistrées liées à mon unité, mise en correspondance avec les dates où j'étais probablement hors de la ville. Il n'y avait pas besoin de dramatiser. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas regardé Éléonore. Au moment où j'ai atteint la dernière page une lettre officielle de Madame Leclerc confirmant l'acte de propriété original et contestant la falsification de l'héritage, personne ne parlait. Le silence dans cette pièce avait changé. Ce n'était plus de la suspicion, c'était de la prise de conscience. Monsieur Rousseau s'est raclé la gorge. Cette affaire est close. Définitivement. Mademoiselle Marin, au nom de l'association, nous nous excusons sincèrement. Éléonore s'est levée brusquement, renversant sa chaise. C'est ridicule, marmonna-t-elle en ramassant son sac. Vous êtes tous aveugles à ce qu'elle fait. Personne n'a répondu. Elle s'est retournée et est sortie. La porte a cliqué en se fermant derrière elle. Je suis resté alors que les autres partaient. Madame Fournier m'a fait un signe de tête. Les Dubois ont évité mon regard. Mais Monsieur Rousseau s'est approché doucement. Si jamais vous envisagez de vous présenter à un siège au conseil. J'ai souri faiblement. Voyons combien de temps la paix dure. Je suis rentré chez moi dans le silence, l'air frais, les lampadaires vacillant doucement sur mon chemin. Je n'avais pas crié, je n'avais pas humilié, mais j'avais dit la vérité. Et cette fois, elle avait fait mouche. Il venait de finir de faire semblant. De faire semblant que j'étais le problème. De faire semblant qu'ils avaient le dessus. Mais je n'étais pas la même femme qu'ils avaient autrefois manipulée comme un violon. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert une bouteille d'eau, pas de vin. Je voulais rester lucide. Je me suis tenu près des portes vitrées de mon appartement, regardant le ciel passer du lilas meurtri à l'encre profonde. La réunion de l'association s'était terminée des heures auparavant. Éléonore était partie en trombe comme une enfant à qui on refuse un dessert. Et moi, je n'avais pas dit grand-chose. Juste assez. Je me faisais un chignon lâche quand mon ordinateur portable a sonné avec un nouvel email. Sujet, tu dois entendre ça. Ils l'ont dit dans ton dos. Tu mérites de savoir. Chloé. Chloé. Je n'avais pas parlé à ma cousine Chloé depuis plus d'1 an. Nous nous étions éloignés, surtout après son déménagement à Lyon. Mais elle était toujours la plus silencieuse aux réunions, celle qui écoutait plus qu'elle ne parlait. J'ai cliqué sur l'email. Il n'y avait pas de message, juste un seul fichier audio. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur play. D'abord, j'ai entendu des verres qui tintent, quelqu'un qui rit en arrière-plan. Puis la voix de ma mère, claire et désinvolte. On va la faire signer pour le Penthouse. Lui faire sentir qu'elle gâche le mariage si elle ne le fait pas, une autre voix, celle d'Éléonore. Fais-la culpabiliser. Elle est toujours désespérée d'approbation. Elle cède si tu rends sa personnelle. Puis est venue tante Claire. Elle ne se défendra pas. Elle ne le fait jamais. Des rires ont suivi. Pas des ricanements cruels, juste un amusement insouciant. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils ne considèrent même pas la personne dont ils se moquent comme réelle. Je suis resté immobile, pas un seul muscle n'a bougé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai appuyé sur play, encore et encore, jusqu'à ce que le rythme de leurs mots ressemble à un bleu sous ma peau. Ce samedi-là, il y avait un brunch pour la famille élargie, un de ces événements que je sautais habituellement, mais pas cette fois. Je me suis levé tôt, j'ai pris une douche, j'ai enfilé une simple robe bleu marine et j'ai attaché mes cheveux en arrière. Pas de bijoux ostentatoires, pas de couleurs vives. Je ne voulais pas jouer un rôle.
J'avais juste besoin d'être là. Je suis arrivé chez ma tante à 11h08. Le parking était plein de voitures familières, cousins, oncles, parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Au moment où je suis entré, tante Claire a rayonné comme si elle n'avait pas été enregistrée en train de planifier une extorsion émotionnelle. Oh Amélie, si contente que tu sois venue. Nous n'étions pas sûrs que tu te sentirais à l'aise. Je n'ai rien dit, je suis juste passé devant elle et je me suis dirigé vers la salle à manger. Ma mère m'a repéré de l'autre côté de la pièce. Elle s'est approchée, les bras ouverts comme une sorte de matriarche bienveillante d'un film Hallmark. Je ne l'ai pas étreinte en retour. J'ai simplement hoché la tête une fois et je me suis dirigé vers un siège vide à la table principale. Les conversations bourdonnaient autour de moi, mi-ragot, mi-nouvelle. J'ai attendu. J'ai attendu que tout le monde soit installé, que les assiettes aient été passées et les mimosas versés. Puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai posé sur la table et j'ai appuyé sur play. Les rires se sont tus. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Les verres se sont figés à mi-chemin des lèvres. Leurs voix ont rempli la pièce. Maman. Éléonore. Tante Claire. Chaque mot. Quand l'enregistrement s'est terminé, personne n'a parlé pendant un instant. Puis, clinc. Une fourchette est tombée par terre. Ma cousine de Marseille me regardait, les yeux écarquillés. Mon oncle, celui qui disait que j'étais ingrate de ne pas en faire plus pour la famille, s'est levé lentement. « Vous avez dit ça de votre propre fille ?» a-t-il demandé, la voix basse mais ferme. Personne n'a répondu. Tante Claire a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Éléonore n'était pas là. Apparemment, elle avait décidé que le brunch était indigne d'elle. Ma mère a regardé autour de la pièce, son masque vacillant. « Amélie, ma chérie, tu dois comprendre. Nous étions sous pression. Les mariages coûtent cher, et tu as toujours eu plus que nous autres. Nous essayons juste de. Ne dites rien, ai-je dit, calme comme une eau dormante. Personne ici n'a besoin d'une explication. La vérité parle assez fort. » Une autre cousine a doucement reculé sa chaise et a quitté la table en secouant la tête. Son mari a suivi. La pièce est restée silencieuse, comme si tout le monde attendait un scénario qui n'avait plus lieu d'être. Puis, l'oncle Marc, qui m'avait un jour qualifié de froide émotionnellement pour ne pas avoir invité toute la famille à ma remise de diplôme, s'est raclé la gorge. « Je ne savais pas, dit-il doucement. Je t'ai jugé. Je suis désolé. » J'ai croisé son regard. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas souri. J'ai juste tenu ce moment entre nous. Finalement, je me suis levé, j'ai glissé mon téléphone dans mon sac et je suis sorti. Pas de sortie spectaculaire, pas de regard persistant. Juste une fin silencieuse à un chapitre qu'il n'aurait jamais pensé que je lirais à haute voix. La pièce s'était vidée dans un silence stupéfait après que j'ai joué l'enregistrement. Aucune excuse ne pouvait changer ce qu'ils avaient entendu de leurs propres oreilles. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas couru après des excuses. Je n'en avais pas besoin. J'ai passé le reste de ce week-end à la maison. Calme. Nettoyant. Arrosant mes plantes. Laissant l'immobilité s'installer. Laissant cela me rappeler qui j'étais devenu. Le dimanche après-midi, le soleil avait baissé juste assez pour teinter les fenêtres d'or. Je venais de poser ma tasse quand on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, Thomas, le nouveau mari de ma sœur, se tenait là. Sa chemise était sortie de son pantalon, son visage était tiré. Pas l'homme impeccable des photos de mariage. Il avait l'air plus vieux, usé. Dans ses mains, il tenait un dossier manille, légèrement plié sur les bords. « Je suis désolé de me présenter comme ça, dit-il. Mais je dois vous parler. Ça ne peut pas attendre. » Je me suis écarté sans un mot. Il est entré lentement, regardant autour de lui comme s'il n'était pas tout à fait à sa place. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le petit salon. Je ne lui ai rien offert, et il n'a rien demandé. Il a ouvert le dossier et l'a glissé sur la table vers moi. Je ne savais pas. Pas avant le brunch. Et même là, je ne voulais pas y croire. J'ai baissé les yeux. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées de messages textes entre Éléonore, notre mère et même tante Brigitte. On va la faire signer, continue juste la pression. Elle est trop fière pour abandonner en pleine préparation de mariage. C'est notre levier.
Une fois l'acte transféré, on en a fini. Page après page. Des plans. Des blagues. De la jubilation. Ils étaient si confiants que je ne me défendrais pas qu'ils n'ont même pas pris la peine de le cacher. Thomas a expiré lentement. Ils m'ont utilisé pour vous mettre la pression. Ils m'ont dit que c'était pour l'unité familiale. Que vous étiez difficile. Que tout ce que vous faisiez, c'était d'accumuler ce qui n'était pas vraiment à vous. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai signé un formulaire de témoin pour cette lettre de don de propriété. Je pensais que c'était cérémonial, juste une formalité. Maintenant, je vois que j'étais un pion, et que vous étiez la cible. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas scié. Je l'ai juste regardé en silence. Il n'y avait aucun plaisir à le voir s'effondrer, mais il y avait de la clarté. Il a de nouveau fouillé dans le dossier. Cette fois, il a sorti une copie de leur contrat de mariage. Et puis j'ai vu ça. Il a montré une clause surlignée en jaune. Elle disait, l'appartement situé au 2028, avenue des Mimosas sera répertorié comme futur bien conjugal en attente de transfert post-nuptial dans le cadre d'un accord de don familial. J'ai levé les yeux. Elle a listé l'appartement de ma grand-mère comme un bien conjugal? Il a hoché la tête. Avant même votre mariage? Elle m'a dit que c'était quelque chose que votre mère avait promis. Que vous le gardiez juste. Que vous saviez qu'il ferait éventuellement partie de la fiducie familiale. Et vous l'avez cru. Je croyais que j'épousais quelqu'un d'honnête. Le silence s'est étiré. Je n'ai pas interrompu. Je voulais qu'il reste avec ça. Je suis venu ici pour dire que je dépose une demande pour le retirer de notre contrat de mariage, a-t-il ajouté. Et je témoignerai si nécessaire. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je me suis finalement penché en arrière, posant mes mains sur mes genoux. Bien, ai-je dit calmement. Parce que j'ai déjà déposé une injonction de cessation de transfert jeudi dernier. Il a semblé surpris. Vous saviez? Je savais que quelque chose n'allait pas depuis avant le mariage. Mais j'avais besoin de preuves. Et maintenant, je les ai. Thomas s'est légèrement affaissé. J'ai épousé la mauvaise femme. Puis, après une pause, mais j'essaie de faire une chose juste. Il s'est levé lentement. Je l'ai raccompagné à la porte. Il s'est arrêté juste avant de stepping out. Vous ne me croirez peut-être pas, dit-il, mais j'ai toujours pensé que vous étiez la plus forte. Je n'avais juste pas réalisé à quel point il vous en voulait pour ça. Je n'ai pas répondu, j'ai juste ouvert la porte. Il est sorti dans la lumière déclinante. Pas d'adieu spectaculaire, pas d'excuses enrobées. Juste le silence. J'ai refermé doucement la porte derrière lui. Puis j'ai traversé l'appartement silencieux jusqu'à l'étagère dans le coin. J'ai pris la petite photo encadrée de ma grand-mère pour son 70e anniversaire, celle où elle portait sa broche turquoise et ce sourire malicieux, comme si elle en savait toujours plus qu'elle ne le laissait paraître. Je me suis assise avec elle dans les mains et j'ai dit, pour la première fois à voix haute, je ne t'ai pas déçu. Cette nuit-là, après le départ de Thomas, le silence dans mon appartement semblait différent. Pas vide, juste plein d'un espace qui m'appartenait enfin. Je me tenais près de l'évier de la cuisine, rinçant ma tasse de thé, les lumières de la ville vacillant à travers la fenêtre derrière moi, quand mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir. J'ai failli ne pas le regarder, mais quelque chose m'a poussé à le prendre. Un message vocal. Pas de nom, juste le numéro que je connaissais par cœur. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai appuyé sur play. La voix de ma mère a flotté dans la pièce, douce et lente, comme si elle berçait quelque chose de fragile. Amélie, chérie, je pense que nous avons eu assez de drames, tu ne trouves pas? Il est temps de laisser tomber tout ça. Rentre juste à la maison, nous parlerons. Tu ne veux pas déchirer la famille, n'est-ce pas? Il y a eu une pause, puis un soupir, presque doux. Nous avons tous fait des erreurs. Passons à autre chose. Et comme ça, le message s'est terminé. Je suis resté là, longtemps, sans bouger, sans scier. Non pas parce que j'étais convaincu, mais parce que je savais ce que signifiait ce genre de douceur. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas du regret. C'était du contrôle déguisé en sollicitude maternelle. La même vieille chanson. Cette fois, je ne l'ai pas chantée avec eux. Je l'ai réécoutée une fois, j'ai laissé chaque syllabe s'imprégner en moi. Puis je l'ai supprimée. Le lendemain matin, j'ai enfilé ma veste, j'ai pris mes clés et j'ai conduit. Pas vers un endroit urgent,
juste quelque part. Ce n'est qu'en tournant sur l'avenue des Bouleaux que j'ai réalisé où je me dirigeais. Mon ancien quartier. La maison où j'ai grandi se trouvait au bout de la rue, comme toujours. Volets blancs, allées fissurées, le même carillon qui teintait doucement même maintenant. J'ai ralenti en passant, le pied léger sur le frein. Une femme que je ne reconnaissais pas se tenait sur le porche, arrosant des plantes, probablement la nouvelle propriétaire. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de m'arrêter, juste pour monter et frapper, juste pour la revoir. Mais mes mains sont restées sur le volant. J'ai continué à conduire. Je n'avais pas besoin de voir l'intérieur de cette maison. J'avais mémorisé chaque pièce des années auparavant. Je me souvenais de la sensation d'être sur le perron, à 12 ans, attendant que ma mère ouvre la porte après l'école, me demandant si aujourd'hui serait un de ces bons jours, espérant peut-être, juste peut-être, qu'elle me demanderait comment s'était passé mon test de maths, si j'avais déjeuné ou comment je me sentais. Elle ne l'a jamais fait. À l'époque, je pensais que si je donnais plus d'efforts, plus de patience, plus d'amour, il me verrait enfin. Pas comme le second choix, pas comme l'aide, mais comme une fille. J'ai poursuivi cet espoir à travers les anniversaires, les remises de diplômes, les ruptures, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner qu'il n'ait déjà pris. Cette douleur me rendait amère, mais aujourd'hui, elle me rendait calme. J'ai pris à droite au feu suivant et je me suis dirigé vers le belvédère. Grand-mère venait ici quand elle voulait du calme. Pas le genre de calme tendu, mais le genre qui vous permet de vous entendre à nouveau. Le vent était plus frais ici, le soleil de fin d'après-midi déposant des traînées dorées sur la colline. Je me suis garé, j'ai attrapé l'enveloppe du siège passager et j'ai parcouru le court sentier jusqu'au bord. La ville s'étendait en contrebas, petite de cette hauteur, comme une maquette. Nette, distante, silencieuse. Je me suis assise sur le banc en bois surplombant la vue. J'ai déplié la lettre. L'écriture de grand-mère était du genre à vous faire sentir que l'on vous tenait. Claire, lente, délibérée. Certaines personnes construisent des familles, Amélie. D'autres y survivent. Tu n'as jamais été brisée. On ne t'a juste jamais félicité d'être entière. C'est leur aveuglement, pas ton défaut. J'ai laissé les mots s'installer profondément. La brise tirait doucement sur les coins du papier. Je les repliai, les glissai dans mon sac et j'ai souri. Pas un sourire triomphant, pas un sourire suffisant. Juste la paix. Une longue respiration a rempli ma poitrine et s'est relâchée sans effort. Je pensais que garder le silence signifiait se rendre. Que si je ne me battais pas, je serais invisible. Et pendant longtemps, je l'ai été. Même quand je parlais, on ne m'entendait que comme un bruit de fond. Mais le silence, quand c'est un choix, pas une condamnation, devient tout autre chose. Il devient la clarté. Je n'ai pas crié. Je n'ai démoli personne. Je n'ai pas couru après leur approbation. J'ai juste arrêté de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je n'ai pas brûlé les ponts, j'ai simplement cessé de les traverser. Et peut-être que pour eux, c'est de la trahison. Mais pour moi, pour la première fois de ma vie, j'ai appelé ça la liberté. Je me suis levé lentement, le vent taquinant le bord de mon écharpe, et j'ai regardé la ville une fois de plus. Comment appelez-vous ça, quand l'amour exige le silence et que vous choisissez finalement de